Le 23 avril 2026, nous sommes dans la 5e année, et c'est le 59e jour depuis le début de l'invasion à grande échelle. Je vous souhaite la bienvenue, je vous présente le rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, on ne voit presque rien du front, mais bien d'autres choses. Honnêtement, qui se préoccupe vraiment des mouvements actuels du front ? Je fais ce travail ici depuis des années, et on n'a jamais eu aussi peu d'informations sur l'évolution du front qu'en ce moment. Il y a très peu d'informations des deux côtés, il n'y a presque pas de progrès. Et quand il y en a, ce n'est que quelques kilomètres par mois. Ce sont des distances que d'autres armées pouvaient en parcourir en quelques jours, voire en une seule journée. Ici, on ne voit rien. Donc je ne peux pas vraiment modifier grand-chose sur la carte de la situation. Mais en dehors de cela, il se passe énormément de choses qui sont aussi très importantes pour la guerre et surtout pour le déroulement du conflit. Les attaques contre les dépôts de pétrole ont un impact sur l'économie et de nouvelles livraisons d'armes dominent l'actualité que nous allons examiner aujourd'hui. Alors que Tuapse brûle toujours, comme on le voit sur de nombreuses images et surtout à travers de nombreuses plaintes des habitants, il y a maintenant aussi d'autres attaques contre d'autres dépôts. Des drones ont par exemple pris pour cible la station de pompage de pétrole Gorky, dans la région russe de Nijni Novgorod. L'installation est considérée comme un nœud central du système de transport pétrolier russe et fait partie de la structure de Transneft dans la région de la Haute-Volga. Ersten Erkenntnissen zufolge 3 réservoirs de pétrole ont été endommagés lors de l'attaque. Par la suite, un incendie de grande ampleur s'est déclaré, s'étendant sur environ 20 000 mètres carrés et n'a pas encore été maîtrisé. Mais ce n'était pas tout. Les données du système FIRMS de la NASA indiquent, après de nouvelles détonations nocturnes, un incendie de grande ampleur dans le dépôt de pétrole de Féodosia. Des habitants sympathiques ont confirmé, filmé et publié cet incendie. Comme je l'ai dit, ce sont vraiment les meilleures personnes. Parce qu'ils confirment ce que moi ou d'autres personnes disons ou affirmons, et cela gratuitement. L'installation avait déjà été à plusieurs reprises la cible d'attaques, au cours desquelles plus de la moitié des réservoirs de carburant auraient été détruits. Les incendies montrent que l'infrastructure reste gravement endommagée et que l'usage du dépôt est de plus en plus restreint. Pour l'entrepôt de Tuapse, les réservoirs de carburant ont encore été endommagés. On ignore combien ont été détruits. On ne sait pas encore ce qui a été détruit. Ce gigantesque nuage de fumée noire qui s'étend au-dessus de l'entrepôt est tellement grand qu'on ne peut évidemment pas voir à travers. Pas avec les moyens dont nous disposons comme observateurs OSINT. L'ampleur des dégâts est encore incertaine à cause de la mauvaise visibilité. Des unités des forces ukrainiennes, des systèmes sans pilote, ont attaqué et détruit à Donetsk un poste de commandement ainsi qu'un lieu de stationnement temporaire d'un groupe d'intervention mobile du service de renseignement intérieur russe FSB à l'aide de drones FP2 détruits. Selon les informations disponibles, 12 membres des forces spéciales ont été tués et 15 autres ont été blessés. La direction mobile d'intervention concernée est une structure spéciale opérationnelle au sein du FSB, qui agit comme une sorte d'unité clandestine d'intervention et d'interpellation. Son profil de mission inclut des opérations ciblées dans les zones occupées et à l'arrière du territoire ukrainien. Cela inclut, entre autres, des contre-mesures de renseignement, des actes de sabotage et des opérations militaires clandestines. La mise en place de réseaux d'agents ainsi que l'identification, la poursuite et la détection de personnes considérées comme déloyales. En outre, des activités coordonnées à l'encontre des forces pro-russes ainsi que des mesures de recrutement leur sont attribuées. Après plus de 7 mois d'engagement quasi ininterrompu en première ligne, les forces ukrainiennes ont été retirées des lignes de front les plus avancées. Les premières images après la relève montrent clairement les traces de cette longue épreuve. Les hommes semblent marqués par la durée de leur engagement. Illustre parfaitement la réalité des combats pendant des mois dans des conditions extrêmes. Ce n'était que maintenant qu'un moment de soulagement physique et mental s'ouvre à eux, loin du front. Mais soyons honnêtes, 7 mois et demi, c'est brutal. Les Russes restent parfois plus longtemps au front, du moins certaines unités, car la durée de vie moyenne d'un soldat russe est de 4 mois et demi. Mais ceux qui tiennent plus longtemps restent souvent plus longtemps au front que les Ukrainiens mentionnés. Même eux étant depuis longtemps en première ligne. Il faut voir ainsi. L'une des plus grandes guerres de tranchées fut la Première Guerre mondiale. Et pendant la Première Guerre mondiale, un soldat allemand ordinaire passait environ 15% de tout son temps de service en tant que soldat en première ligne. Les 85% restants, non. Sur le front de l'Ouest, on ne restait que 5 à 7 jours en première ligne avant d'être relevé, car c'était très stressant et il s'y passait beaucoup de choses.
Des attaques ou des dangers quotidiens menaçaient constamment de tuer quelqu'un là-bas. Et 7 mois et demi, c'est évidemment une toute autre dimension. On ne peut pas non plus comparer la guerre en Ukraine à la Première Guerre mondiale, l'ampleur et l'intensité étant moindres. Mais on peut aussi pousser les choses à l'extrême. Le soldat Oleksiy Mikhailov est sans en rester 343 jours à son poste et a été honoré du titre de héros de l'Ukraine pour cela. C'est déjà une sacrée expérience. Je ne suis pas forcément envieux de cela. Surtout quand on connaît personnellement des gens qui, après 3 jours de bivouac en conditions simulées, ont déjà fait une croix sur leur vie. Je veux dire psychologiquement, bien sûr. D'un autre côté, cela nous montre aussi que les Ukrainiens ne sont pas en mesure d'effectuer des rotations régulières sur certains secteurs du front, ou du moins pas aussi fréquemment. En effet, chez les Ukrainiens, cela se passe actuellement de telle sorte qu'ils laissent l'unité en première ligne jusqu'à un certain seuil. Et ce n'est que lorsque l'effectif passe en dessous d'un certain seuil que l'unité est autorisée à effectuer une rotation. Et si l'on se trouve dans un secteur du front qui n'est pas aussi fortement disputé, ou dans une unité qui ne subit pas autant de pertes mais qui peut tout de même bénéficier du ravitaillement, et qui en vit sans subir de pertes. Alors il se peut qu'on reste assez longtemps au front. La guerre dure depuis plus de 4 ans et la question reste, combien de temps l'économie russe tiendra-t-elle encore ? Nous savons bien que l'Occident, dans sa naïveté, a souvent pensé que la Russie ne tiendrait pas économiquement dès les premiers mois. Et surtout, ce qui est en fait encore plus naïf, c'est de croire que le peuple russe se soulèverait contre Poutine parce qu'il considère cette guerre comme mauvaise. Les deux ont bien sûr produit l'effet inverse, tout comme les déclarations de l'autre camp qui laissaient entendre que l'Ukraine serait vaincue après 2 semaines. Pour rappel, ils étaient nombreux, et je ne veux pas trop m'avancer, mais il y avait certains généraux à la retraite qui, sur telle ou telle chaîne d'information, disaient qu'est déjà peu après le début de l'invasion. Oh, c'est une affaire de 2 semaines, ils n'ont aucune chance. Tout cela en gardant à l'esprit qu'un général est généralement jugé plus fiable que la plupart pour transmettre des informations. Revenons à l'économie russe. Combien de temps cela peut-il durer ? De l'extérieur, tout paraît stable, comme le veut le Kremlin. La production continue, l'industrie de l'armement se développe, l'État maintient tout en marche et veille à ce que l'avenir soit radieux. C'est exactement cette image qui doit être véhiculée. Mais si l'on regarde de plus près, la situation devient beaucoup plus fragile, car même si l'économie globale continue de croître grâce à l'industrie de l'armement financée par l'État, c'est vrai, elle recule dans tous les autres secteurs, sauf chez les fleuristes. La Banque centrale signale des problèmes, les impôts augmentent, les taux d'intérêt restent peu attractifs, les PME s'effondrent et les faillites d'entreprises atteignent un record. Forte inflation, peu d'innovation, aucun développement, des impôts plus élevés. Et maintenant, il y a même des personnes qui prennent la parole lors de forums économiques publics, en plein Moscou, et qui se plaignent que la région la plus pauvre de Chine est encore plus riche et prospère que celle de Russie. Le chef du renseignement militaire suédois, Thomas Nielsen, décrit cela de manière assez sobre. Une économie qui produit principalement pour envoyer du matériel au front, où il est détruit peu de temps après, ne connaît pas une croissance durable. Elle tourne en rond. C'est toujours comme ça. Quand on fabrique des choses pour la guerre, il faut s'attendre à ce que ces choses soient détruites ou deviennent inutilisables. Que ce soit des munitions, un missile anti-aérien ou même un soldat et son équipement. Ce sont tous des investissements dont on peut supposer qu'ils seront consommés ou perdus. Lorsqu'une entreprise normale fabrique quelque chose, quel que soit le produit ou le service proposé, elle souhaite en tirer un profit. La plupart du temps, on a une faible dépense et on en retire d'une manière ou d'une autre un bénéfice. Mais ce n'est généralement pas le cas avec la guerre. Avec la guerre, on dépense quelque chose et on ne récupère plus d'argent en retour. Et plus la guerre dure, plus les dépenses s'étalent dans le temps et augmentent. Le problème ne réside donc pas seulement dans la guerre elle-même, mais aussi dans la structure qui la sous-tend. L'industrie de l'armement, moteur de croissance, dépend des crédits d'État et reste exposée à la corruption. Sans ce soutien artificiel, beaucoup de choses ne fonctionneraient même pas. Parallèlement, d'autres secteurs de l'économie sont négligés. Autre aspect souvent négligé, les chiffres diffusés à l'extérieur ne reflètent pas toujours la réalité interne. Il existe des indices montrant que les données économiques sont embellies afin de préserver l'image d'une situation stable, non seulement pour la propre population, mais aussi pour l'Occident. Et c'est là que cela devient délicat. Quand les mauvaises nouvelles sont filtrées ou atténuées avant d'arriver en haut, la direction politique risque de ne pas recevoir une image réaliste de la situation. Ainsi, des décisions pourraient être prises sur la base de chiffres qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Imaginez un instant que Poutine soit le dernier homme aux commandes.
C'est lui qui prend la décision sur la suite des événements. Et maintenant, vous lui présenteriez 2 chiffres. Soit vous lui dites la vérité et vous lui dites que ce secteur est maintenant devenu extrêmement faible. Alors il chercherait un moyen de soulager ou de subventionner ce secteur d'une manière ou d'une autre. Mais si vous craignez de lui dire, ou si les 6 niveaux sous vous ont déjà embelli les chiffres et que vous-même avez reçu un chiffre flatteur, vous lui présenterez ce chiffre en disant « Voici les chiffres actuels ». Ça paraît donc bien, et il n'agira pas non plus. Cela peut donc être constaté à tous les niveaux, même sous Poutine. On le voit aussi avec l'inflation. Officiellement plus basse, elle est en réalité estimée bien plus élevée. Même Poutine a récemment reconnu des problèmes économiques. Le produit intérieur brut a baissé au début de l'année. Donc c'est un signal qu'on ne veut pas entendre ouvertement. Et si on lui a dit cela, alors vous pouvez imaginer que la situation économique est probablement encore pire que ce qu'on lui a rapporté. L'évolution possible est donc assez clairement définie par l'observateur, soit une lente et insidieuse descente, soit une rupture brutale si le système ne fonctionne plus à un certain endroit. La campagne de drones ukrainienne poursuit ses frappes et touche non seulement des dépôts de pétrole, mais aussi des structures à l'arrière. En une seule nuit, plusieurs systèmes de défense anti-aérienne russes ont été mis hors service. Parmi eux, différentes unités du Tor M2 ainsi que le système OSA. Les attaques se répartissent sur les territoires occupés, ainsi que dans la région de Briansk et dans la zone de la Crimée. Parallèlement, d'autres frappes visent des dépôts de carburant et des nœuds logistiques. L'objectif est d'affaiblir systématiquement l'approvisionnement et la sécurité des forces russes à l'arrière. Merci à tous les abonnés, membres de la chaîne et à la Holg Crew. Un remerciement particulier au lieutenant-colonel Dreneke, Sila Titrich, Ferdinand Mayerhofer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires. Et à bientôt pour le prochain rapport de situation.